Bonsoir, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du lundi 15 février. Voici les titres. À partir d'aujourd'hui, les députés examinent le projet de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Vendredi, le secrétaire d'État Laurent Pietraszewski se déplaçait sur le sujet à Méret dans le contexte particulier de la crise sanitaire. Nous recevrons également la chercheuse en gestion Stéphanie Emeria-Claire. Focus dans ce journal sur le centre d'instruction des cavaliers de la garde républicaine. Chaque année, ce sont 200 stagiaires qui sont formés à Saint-Germain-en-Laye et des interventions en renfort de la gendarmerie nationale à laquelle le corps est rattaché. Et puis hier, c'était la fête des amoureux. La Saint-Valentin a battu son plein chez les fleuristes et même chez les restaurateurs. Malgré la fermeture actuelle, plusieurs adresses proposaient des repas à emporter et les clients étaient également au rendez-vous. Exemple à Voisin le Bretonneux. Avant de développer ces titres, la séquence a déclenché de nombreuses réactions. Une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux par le syndicat indépendant des commissaires de police. Elle montre cette vidéo, une patrouille des forces de l'ordre sérieusement prise à partie par une trentaine de personnes. Et les faits se sont déroulés samedi après-midi, c'était à Poissy. On revient sur ces faits avec Mélanie Poquet. Tuez-les ! Tuez-les ! Il est 17h30 environ ce samedi 13 février quand des policiers sont pris à partie quartier Beauregard à Poissy par une trentaine d'individus. Venus dissoudre un attroupement, ils reçoivent projectiles et insultes. On peut constater que sur la même après-midi, il y a eu des événements aussi à Haut-Mureau et à Sartrouville. Mes collègues sont malheureusement habitués à ce phénomène. Les individus sont de plus en plus violents et déterminés. Et nous, malheureusement, les sanctions pénales ne suivent pas et les équipements non plus. Notre travail, c'est de les protéger par la loi, les protéger par du matériel et des forces supplémentaires, et les protéger aussi par l'intervention de la police et de la gendarmerie. J'ai appelé le maire de Poissy ce week-end. Je lui ai dit à quel point, évidemment, la police nationale était à la disposition de la République pour pouvoir maintenir l'ordre dans sa commune. L'équipage de la police nationale réplique avec des gaz lacrymogènes et un tir de LBD. L'acte est qualifié d'intolérable par la ville qui appelle au calme. Une grosse frustration parce que la ville de Poissy multiplie encore une fois l'accompagnement, multiplie les initiatives en direction de l'ensemble des jeunes de la ville de Poissy sans aucune exclusive. Et je crois que les jeunes l'ont bien compris. C'est vraiment l'incompréhension qu'on ne peut analyser que par de la provocation. La deuxième chose, c'est la colère. La mairie indique par communiqué que les acteurs de terrain vont se réunir dans la semaine avec la préfecture. Le maire de Poissy a aussi réagi alors que la défenseure des droits Claire Hédon préconise la fin des contrôles d'identité dans certains quartiers. Car le livre souligne, je cite, que pour être égal face à la loi doit être la même pour tous. Ce genre de propos est une provocation inutile qui aggrave la situation. Les policiers ont besoin de notre appui plus que jamais. Fin de citation. La ville de Trappes a été également au cœur de l'actualité la semaine dernière, après les mots de Didier Lemaire, professeur de philosophie, qui dénonce une emprise communautaire dans la ville et qui parle d'un territoire définitivement perdu. Une actualité qui a viré à la polémique sous fond de règlement de compte par déclaration interposée avec le maire de la commune, Ali Rabet. Pour aller au-delà de ces événements et des préjugés, l'émission PAF sur TV78 était justement consacrée à Trappes, avec notamment le témoignage de femmes qui s'engagent sur le terrain social et citoyen. Parmi les participants également à cette émission, le curé de Trappes, Étienne Guillet, il revient dans ce court extrait sur un propos de Didier Lemaire. Écoutez. J'entends et j'écoute avec attention la crédibilité d'un homme qui a enseigné 20 ans, en soi, 20 ans. Eh ben, c'est déjà le saut d'une parole crédible. Ouais. Et néanmoins, j'avoue qu'intérieurement, et moi, mais surtout tous ceux qui m'entourent, ont été extrêmement blessés par une formule peut-être qui lui a échappé. Mais je pense qu'il ne peut pas sortir, Elle est trop dure. C'est celle, une ville est perdue. Oui. C'est pas possible. À l'émission PAF, à voir ou à revoir sur notre site internet ou sur notre application mobile TV78. En 2018, 7 salariés sur 10 déclaraient avoir une activité professionnelle nerveusement fatigante et la crise sanitaire n'aura sûrement pas arrangé ce constat. À partir d'aujourd'hui, lundi, les députés se penchent sur le projet de loi pour renforcer la prévention santé au travail. C'était d'ailleurs l'objet du déplacement vendredi de Laurent Pietraszewski dans les Yvelines. Le secrétaire d'État était à Méret pour mettre en avant les protocoles en place dans les entreprises afin de garantir la santé au travail. Justine Brasier et Mickaël Elmidoro. La santé au travail fortement impactée par la crise sanitaire. Pour garantir le bien-être et accompagner les salariés, plusieurs entreprises yvelinoises ont mis en place des protocoles. Le ministre en charge de la santé au travail était en visite à Méret pour découvrir et valoriser ces mesures.
On voulait ici marquer la capacité des TPE-PME dans notre pays, à la fois à porter l'attention nécessaire à la santé de leurs salariés, mais aussi à proposer une qualité de vie au travail. À ses côtés, Aurore Berger, selon la députée yvelinoise, crise sanitaire ou pas, le bien-être est un enjeu de tous les jours. Il y a aussi un accompagnement de ceux justement qui sont en lien permanent avec les entreprises, avec les demandeurs d'emploi, avec les salariés. Donc c'est vraiment tout cet ensemble qu'on met en place. Ici à Méré, le bien-être au travail se traduit de différentes manières selon les entreprises. Ambiance familiale, assistance pour les déplacements de charges lourdes ou encore ostéopathie. C'est de la logistique automatisée, c'est des montes charges électriques, enfin, c'est tout ce qu'on peut faire au mieux pour les salariés. Mais c'est aussi 3 séances d'ostéo par an, c'est des séminaires. Nous sommes à l'écoute vraiment des attentes des uns et des autres. Pour ceux qui ont des problèmes d'enfants, d'organisation d'horaires dans la famille, on peut organiser leur journée en fonction vraiment de leurs besoins. Une proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail sera examinée à partir de ce lundi 15 février par l'Assemblée nationale. Et on parle de ce sujet de la santé au travail avec mon invité en visioconférence, Stéphanie Emeria-Claire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en gestion, chercheuse à l'Université de Bourgogne et spécialiste notamment des questions sur la santé du travail. Je précise que vous êtes également l'auteur d'une thèse sur la santé mentale au travail. Quels enjeux pour le management public qui a été menée à l'Université Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay. On l'a vu, il y a une loi qui est en examen en ce moment à l'Assemblée nationale à propos de la santé au travail. Ça porte aussi bien sur la santé physique mais aussi psychologique. Justement, sur la santé psychologique, Stéphanie Emeria-Claire, quels sont les enjeux autour de cette question finalement? Pourquoi c'est important de se sentir bien sur son lieu de travail? Alors, bien, c'est une question importante, effectivement, voire primordiale dans un contexte où de plus en plus on érode les différentes ressources pour pouvoir bien faire son travail. De là à parler de bien-être au travail, je ne sais pas si c'est une question si importante, ou en tout cas pour le moins essentielle et qui doit prendre beaucoup de place en fait dans différents échanges, sur le lieu de travail ou sur une antenne télé par exemple. Je dirais que tout dépend de ce que les salariés peuvent placer derrière leur travail, c'est-à-dire les attentes qu'ils peuvent avoir à l'égard de leur travail. Voilà. Je pense que là, par exemple, on peut tout à fait mentionner l'idée que pour certains salariés, le travail n'est qu'un moyen d'obtenir un salaire, c'est-à-dire de quoi vivre. Bon. Ceci étant dit, j'invite donc un peu à de la prudence autour de l'utilisation de l'expression bien-être au travail, pour la raison simple qu'on l'associe très fréquemment à la question de l'épanouissement. L'épanouissement en soi, est-ce l'objet, entre guillemets, d'une entreprise que de se soucier de l'épanouissement de tout à chacun d'entre nous, je ne sais pas. Voilà. Et pour justement les salariés pour lesquels cette question compte, quels sont justement les risques d'un éventuel mal-être au travail, à contrario? Okay. Alors, je crois que quand bien même on ne cherche pas à s'épanouir dans le travail, les risques, dans tous les cas de figure, peuvent impacter la santé au travail. Donc, il existe différents risques. Si on se réfère à la grille de Golac et Boudier, ils sont au nombre de 6. Avant tout, j'aimerais d'abord pouvoir redire un peu ce qu'est le risque psychosocial. Il est communément admis aujourd'hui que le risque psychosocial, c'est la présence, entre guillemets, de risques qui peuvent se situer dans l'environnement de travail et qui peuvent nous impacter, en fait, notamment impacter sur la santé des salariés. Ceci étant, le risque ici est d'autant plus impactant qu'il se présente de manière déséquilibrée face aux ressources auxquelles nous disposons pour pouvoir effectuer ce travail. Autrement dit, de manière simple, le risque psychosocial, c'est des éléments extérieurs dans l'environnement de travail, des contraintes, la surcharge de travail par exemple, associées à un manque de moyens, un manque de ressources pour pouvoir justement tenter de composer avec cette contrainte. Donc c'est le déséquilibre qui existe entre des contraintes dans l'environnement et qui sont presque naturelles, je dirais. On a tous des contraintes, mais la difficulté, c'est quand on ne peut pas faire face à cette contrainte. C'est-à-dire que nous sommes démunis de ressources. Est-ce qu'avec la crise sanitaire, les cartes ont été rebattues justement sur cette question de la santé au travail? On sait avec un télétravail qui est devenu la norme aujourd'hui. Est-ce que ça a pu rabattre les cartes en quelque sorte?
Alors, il se trouve que dans les dernières enquêtes et les recherches qui ont pu être menées et qui sont quand même somme toute encore réduites, c'est normal, c'est nouveau, on est face à un phénomène récent, très récent, et pour déployer des recherches, bon. Alors, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a principalement 3 facteurs de risque psychosociaux qui s'accroissent. La question donc de l'intensité du travail et du temps de travail, mais également la question, enfin le risque de rapports avec ses collègues, des rapports sociaux en fait avec le collectif de travail qui se retrouvent impactés par la crise, et enfin l'insécurité au travail, la crainte par exemple de perdre son emploi. Alors, on pourrait assez grossièrement ici dessiner, on va dire, 2 profils. J'aime pas bien ça, je suis vraiment mal à l'aise avec ça, mais je dirais qu'il y a ceux qui sont effectivement en télétravail et qui vont éprouver plutôt plus de sentiments d'isolement et une espèce d'intensification dans leur travail avec une augmentation de la charge de travail qui s'opère. De l'autre côté, le facteur de risque insécurité au travail, lui, va plutôt concerner des secteurs d'activité du type le transport ou les petites entreprises où les salariés ont plutôt peur du lendemain. Vont-ils conserver leur emploi? Donc, se dessinent un petit peu deux facteurs, des risques inhérents aux activités aujourd'hui qui vont être directement impactées par cette crise qui nous touche tous, pareil. Et une dernière question aussi qui est forcément engendrée avec cette crise sanitaire. On pourrait croire à domicile avec le télétravail, plus de sécurité en tout cas ressentie par le salarié. Est-ce que le burn-out est même possible à domicile? Justement, vous parliez d'intensification du travail avec des horaires qui ne sont pas forcément les mêmes à domicile, en tout cas qui sont plus difficiles à respecter. Alors, il se trouve que 45% quand même des salariés se sentent aujourd'hui plus fatigués, déclarent se sentir plus fatigués psychologiquement et physiquement. Bon. Parmi les étapes, entre guillemets, de la survenue d'un épuisement professionnel, il va y avoir cette fatigue émotionnelle, par exemple. Donc, alors, c'est pas parce qu'on travaille à la maison que on n'est pas touché par cette fatigue émotionnelle, physique, psychologique, bien au contraire. D'autant plus que justement, comme nous sommes pour tous ceux qui sont en télétravail derrière un écran, on est plutôt plus isolé et on a cette tendance quand même à... on n'a pas tant cette tendance à moins faire appel, mais les salariés en télétravail évoquent plus fréquemment ce sentiment d'isolement. C'est-à-dire qu'il y a moins cette ressource du collectif de travail. Alors, est-ce que c'est la porte ouverte au burn-out? Je ne sais pas. Ceci étant dit... en télétravail, la frontière est plus que poreuse. Aujourd'hui, il y a un vrai envahissement en fait de la sphère pro dans la sphère familiale, et l'inverse est tout aussi vrai. Et pour souligner quand même que les inégalités telles qu'on a pu les voir, hommes-femmes, se poursuivent en fait sur le lieu de travail à domicile, délocalisé dans son domicile, puisque, j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais les hommes ont plutôt plus tendance à pouvoir disposer à leur propre domicile d'un bureau, alors qu'un espace à part au sein duquel il est possible pour eux de travailler plutôt plus tranquillement, alors que les femmes vont plutôt, elles, être amenées à travailler dans la cuisine ou sur un bureau dans la pièce du salon. Donc, il va y avoir d'inégalités. On observe que les risques psychosociaux s'intensifient et que des inégalités se creusent à tout point de vue, en fait. Merci. Mais ceci étant, si je puis juste me permettre... Très rapidement, Stéphanie Maria-Claire. 3/4 des Français sont plutôt globalement positifs, de gagner en autonomie. Voilà, ça n'est pas le lot de tous. Oui. C'est important effectivement de terminer sur cette note positive. Merci Stéphanie Maria-Claire d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes docteur en gestion, chercheuse à l'Université de Bourgogne, spécialiste entre autres des questions de la santé au travail. Et je rappelle que vous avez été à l'origine d'une thèse santé mentale au travail dans un contexte d'hyper-modernité. Quels enjeux pour le management public, qui a été menée à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Le monde du travail impacté par la crise sanitaire, on en a parlé, une situation exceptionnelle qui a vu la mise en place dans l'urgence de mesures comme le télétravail. Quelles sont les conséquences du Covid-19 sur les relations au travail? Justement, les explications de Florence Mercadet-Choquet, avocate au barreau de Versailles, recueillie par Nicolas Dandry et Justine Brasier.
il y a des pressions plus sur les salariés par rapport à ce qu'il y avait d'habitude, avec des mails permanents sur des questions sur qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça, et des points visio tous les jours qui ont un peu épuisé les salariés. Ce sont surtout les activités, j'allais dire, administratives ou commerciales qui peuvent se faire en télétravail. C'est surtout en télétravail que le problème s'est posé, parce que les salariés qui ont pu revenir totalement ou partiellement sur site, je pense à tout ce qui peut être industriel, où on a besoin des gens sur site pour faire tourner la production. De ce côté-là, ça s'est plutôt assez bien passé. Dialogue social avec les institutions représentatives du personnel, et quand il n'y en a pas, peut-être faire des groupes de salariés en fonction des métiers et faire du dialogue social entre le chef d'entreprise et ses groupes pour trouver des règles adaptées à l'entreprise, parce que les règles ne peuvent pas être les mêmes entre une TPE, une PME ou un grand groupe. Focus à présent dans ce journal sur la garde républicaine. Son centre d'instruction des cavaliers est situé dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Près de 200 stagiaires y sont formés chaque année. Ils ont des missions de protocole militaire, de sécurité autour des institutions, mais interviennent en renfort de la gendarmerie nationale à laquelle la garde républicaine est rattachée. Immersion avec Nicolas Dandry. C'est la fin de la formation de ces 23 élèves gardes. Ils vont officiellement devenir cavaliers de la garde républicaine. Durant cette cérémonie présidée par le colonel Gabriel Cortés, commandant du régiment de cavalerie, les élèves sont présentés à l'étendard, le drapeau tricolore avec la devise « Honneur et patrie ». À l'étendard. Il représente tous ceux qui nous ont précédés, en particulier ceux qui sont morts au combat. Et c'est pourquoi dans ces plis sont inscrits 5 batailles ou victoires de l'Empire jusqu'à l'Indochine, jusqu'à la guerre d'Indochine. Pour devenir cavalier, une formation au centre d'instruction de la garde républicaine à Saint-Germain-en-Laye est nécessaire. Rattachés à la gendarmerie nationale, les cavaliers assurent le protocole, notamment lors de défilés militaires ou de cérémonies. Ils ont aussi des missions de sécurité publique à cheval. Ça peut être des gendarmes adjoints volontaires avec des contrats courts de 6 mois. Ça peut être des gendarmes de carrière ou qui vont devenir de carrière. Les instructeurs d'équitation. Au centre d'instruction de la cavalerie de la garde républicaine, près de 200 stagiaires sont accueillis chaque année. Ils sont formés par une dizaine d'instructeurs pendant 15 semaines à travers plusieurs enseignements. La formation théorique, c'est l'école du cavalier, l'hippologie, tout le savoir que chaque homme de cheval doit acquérir pour être opérationnel. La formation technique, donc là on aborde toutes les matières académiques, les disciplines académiques que sont le CSO, le dressage par exemple. Et la formation spécifique qui est propre au régiment de cavalerie, l'intervention professionnelle, l'IP et l'ordre serré, l'OS. Concernant les recrutements pour intégrer ce centre, les élèves gardes viennent le plus souvent de l'école de gendarmerie. Alors là-bas, je suis musicien de formation, je suis tromboniste. Je ne voulais pas forcément continuer la musique dans les salles à l'intérieur, je voulais un métier à l'extérieur, mêlant l'environnement militaire et la musique, ou l'environnement militaire et l'équitation que j'avais commencé un petit peu dans le civil. La gendarmerie, ça m'a permis de pouvoir m'épanouir plus professionnellement et pouvoir le combiner à ma passion en intégrant le régiment de cavalerie a été une chance pour moi. Donc effectivement, j'ai commencé avec une école de gendarmerie et après j'ai pu choisir la garde républicaine grâce aux compétences que j'ai eues en passant les tests. La garde Bérénice va rejoindre le quartier Carnot à Vincennes. De son côté, le garde romain va rejoindre la fanfare de la cavalerie. La garde républicaine compte près de 3000 militaires dans ses rangs. Avant de refermer ce journal, la Saint-Valentin, c'était ce week-end, une fête importante également pour les restaurateurs. Malgré la fermeture actuelle des établissements, la vente à emporter a eu un gros succès. Exemple à Voisin-le-Bretonneux avec Célia Gatsongo. Plus de 300 commandes en un seul week-end, carton plein pour le restaurant La Ferme de Voisin à Voisin-le-Bretonneux qui a su s'adapter à la demande. On est très satisfait pour 2 raisons. Déjà, on a très bien bossé, mais surtout parce qu'on a repris le travail, on a pu refaire venir les équipes, revoir nos clients. Donc pour nous, mettre en place du click and collect et en plus à Saint-Valentin, on a des gros clients habitués. Entre la fête des mères et le Nouvel An, la Saint-Valentin est la 3e fête la plus importante pour les restaurateurs. La vente à emporter était donc primordiale. D'une part pour
tout le monde puisse retravailler un petit peu, toutes nos équipes puissent retravailler, qu'on puisse se revoir socialement, c'est important pour faire travailler nos fournisseurs, mais aussi pour essayer de stopper un peu l'hémorragie de la fermeture et essayer de ralentir cette fuite de trésorerie. Au menu, nougat de chèvre et saumon fumé en entrée. Pour le plat, une volaille fermière au morilles. Et en dessert, une rose à la framboise. Comptez 99 € pour 2 personnes. Les clients voulaient se faire plaisir. On connaît le restaurant, donc on sait qu'on aura un bon menu Saint-Valentin, même si on ne peut pas aller au resto. Connaissant la cuisine, pour nous, c'est meilleur que si je fais moi-même. Je ne suis pas sûr du résultat. C'est pour les aider aussi, les soutenir dans ces épreuves. Puis c'est pratique aussi, comme ça on n'a pas trop à cuisiner ce soir. Et on en profite aussi pour nous. La ferme de Voisins continue à faire de la vente à emporter avec un menu de la semaine valable du jeudi au dimanche. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, l'émission 7-8 Sport, présentée par Mickaël Elmidoro, avec entre autres au programme invité Louis Burton, qui a terminé à la 3e place du Vendée Globe. Belle soirée à tous avec TV78.